Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Spatola, donc oui, chercheur en cognition sociale à Artimon, l'Institut de recherche Artimon Perspective pour être un peu plus précis. Attends, je crois qu'on me dit qu'on n'entend pas au fond. Ah. Faudrait forcer un peu le micro. Mais en fait, ah si, là c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc Nicolas Spatola, chercheur en cognition sociale. Ma thèse est en psychologie à proprement parler, mais donc mon domaine d'étude c'est la cognition sociale. Et je travaille actuellement en fait à l'Institut de recherche Artimon Perspective. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'intéresse à pas mal de choses au niveau des organisations et notamment en fait tout ce qui touche à comment les gens expérimentent leur organisation et dans quel cadre les nouvelles technologies viennent s'intégrer à tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu en fait un travail hybride et bien-être au travail, en fait, et en quoi c'est une question fondamentale de cognition sociale, ou c'est fondamentalement une question de cognition sociale, pour être plus précis. Très rapidement, en fait, ça c'est simplement pour vous dire d'où je parle. Artimon Perspective, c'est un institut de recherche, et cet institut de recherche, en fait, se base sur la littérature scientifique et la production de connaissances scientifiques pour étudier en fait les phénomènes qui nous intéressent. Et donc on a différentes activités, etc. Donc si ça vous intéresse ce que je dis, je vous invite à aller voir en fait ce qu'on fait. Mais de manière générale, en fait, on a un pan de vulgarisation scientifique et un pan de publication scientifique dans des revues à comité de lecture. Voilà un peu la manière dont on travaille. Mais du coup, je vais commencer en fait originellement, en fait, quand on a commencé à discuter en fait du sujet, Charline m'a envoyé pas mal de questions et on s'est posé la question de comment en fait on va traiter tout ça, et parce qu'on peut pas en fait passer en 20 minutes sur l'ensemble de ces thématiques. Et du coup, l'hypothèse qu'on a faite, c'était de approcher l'ensemble de ces questions en fait d'une manière globale, en fait, d'une manière un peu systémique, et de voir en quoi en fait toutes ces questions elles dépendent d'une même approche en fait qu'on peut avoir des organisations, des individus, et donc du bien-être et du travail. Donc je vais essayer de faire ça, et un peu comme l'adage dit, en fait il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que donner un poisson. Et là je vais essayer de vous donner des bribes pour apprendre à pêcher au mieux, même si je suppose que vous savez déjà pêcher, et vous donner en fait quelques outils en fait pour pêcher, pour que ce soit un peu plus facile. Donc, bien-être au travail, on a et dans le cas du télétravail ou du travail hybride, en fait, ça reprend en fait deux concepts, le bien-être et puis le travail hybride et le télétravail. Donc, on va y aller par étapes, et on va commencer par la notion de bien-être. Donc, la notion de bien-être, elle est fondamentale pour chaque individu. Donc, on commence par un individu, on est chacun un individu, et on a en fait un niveau de bien-être qui va dépendre de plein de facteurs. Et cet individu, en fait, il s'exprime dans une organisation, et donc c'est pour ça qu'on parle de bien-être dans l'organisation. Le bien-être en tant que concept, c'est de manière générale, c'est pas très bien défini. En fait, c'est beaucoup discuté, on va dire, de comment on définit le bien-être. Mais dans le cadre du travail, vous avez des références qui vont apparaître sur le canapé ici. Donc si jamais, en fait, dans tous les cas, il y a des références ici pour vous dire sur quel travail j'appuie en fait les dire pour que vous puissiez vérifier. Donc si vous avez des bons yeux, vous verrez que De Simone en 2014 a proposé ce modèle-là. Dans lequel, en fait, dans le cadre du travail, on voit qu'il y a trois dimensions, donc le bien-être subjectif, le bien-être démonique et le bien-être social. Et c'est l'ensemble, la conjonction de ces trois en fait dimensions qui va créer le bien-être à proprement parler. Donc c'est déjà le bien-être, c'est quelque chose de composite et qu'on ne peut pas étudier d'une seule manière. Donc je vais définir un peu tout ça, et du coup en fait vous expliquer, ou en tout cas vous amener des bribes de comment est-ce qu'on mesure ça et à quoi ça correspond. Donc le bien-être subjectif en fait c'est la satisfaction de la qualité générale du travail. Donc la manière dont vous approchez en fait votre travail et en fait où vous le trouvez satisfaisant à proprement parler, c'est-à-dire j'aime ce que je fais. Voilà. Donc ça, il y a différentes manières de le mesurer. En fait, par exemple, imaginez demain vous rentrez dans votre organisation et vous dites OK, j'ai envie de mesurer ça. Donc il y a des propositions en fait qui ont été faites, notamment par Van Laar et collègues en 2007. Mais il y a énormément de questions, etc. Donc je peux pas tout vous présenter tout de suite, mais je vais vous donner des ersatz. Et si jamais en fait ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, on pourra en parler plus longuement. Le bien-être démonique, en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est tout ce qui est relié au sens en fait du travail et qui est fondamental aujourd'hui
notamment parce que en France, par exemple, on a une approche du travail qui est en perte de sens par rapport à nos voisins européens. En fait, on a des problèmes de représentation de ce qu'est le travail ou de ce que devrait être le travail. Et du coup, en fait, souvent, en fait, c'est à relier au sens en fait qu'on donne au travail. Et ça, c'est le bien-être démonique. Et enfin, on a le bien-être social qui est, vous travaillez la plupart du temps pas tout seul, vous êtes avec d'autres gens. Enfin, c'est très 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 rare qu'on travaille tout seul. Mais les relations au travail, en fait, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres fondamentalement sociaux. On a besoin d'interagir avec les autres et que cette interaction soit plaisante autant que faire se peut. Et donc pareil, il y a différentes dimensions à aller étudier et Dinner et Al en fait ont proposé différents items en fait pour aller étudier ça. Encore une fois, c'est des ersatz, il y a plein d'autres choses à aller voir. Je vais faire une toute petite capsule en fait, et ça fait la suite à ce qu'on vient de faire en termes de relaxation. C'est que souvent en fait, on a une opposition entre le bien-être et le stress, et même des conceptualisations, pour être plus précis, du stress qui se base un peu sur ce type de courbe. En fait, donc les niveaux de stress. Ça, c'est la courbe de Yerkes-Dodson. Ça date de 1906. C'est l'idée qu'il y a un bon stress, un mauvais stress, et qu'en fait, on doit trouver le bon équilibre pour avoir la meilleure performance possible, et que c'est comme ça qu'on va arriver à avoir en fait les meilleures performances possibles à proprement parler. Et en fait, ça, c'est assez problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a souvent des confusions entre le stress, la motivation, ou en fait le fait d'adresser des défis. Et comme on vient de l'expérimenter, en fait, imaginez en fait que tout de suite je mette un guépard dans la salle et que je vous dise maintenant vous faites attention à ce que je dis et vous essayez d'être performant. Je suis pas sûr que ça marche très bien. Donc on peut dire la manière dont vous allez réagir, c'est soit vous allez stresser et donc vous allez partir en courant de la salle, soit vous allez commencer à faire de la respiration en se disant que le léopard va vous attaquer, mais vous allez faire de la respiration, ça va vous déstresser et là potentiellement vous allez être plus attentif. Le stress n'a pas en fait de vocation à améliorer les performances attentionnelles des gens. D'accord ? Vous êtes beaucoup plus performant quand vous êtes détendu et que quand vous êtes stressé. Et ça, c'est assez rigolo parce que je vous ai dit 1906, ça date d'avant le moment où on recommandait aux gens de fumer pour se déstresser. Donc voilà, c'est là-dessus en fait qu'on base en fait cette idée de bon et mauvais stress. Donc le stress, c'est une réaction physiologique à un stimulus, et du moment où ça devient chronique ou du moment où ça dure trop longtemps c'est de quelques heures à quelques jours, et ça devient extrêmement délétère. Pour vous appuyer en fait, pour vraiment appuyer sur ce bouton, en fait, le stress, ça a prouvé avoir des effets néfastes sur les mitochondries. Les mitochondries, c'est les cellules énergétiques de vos cellules. Enfin, c'est les composantes énergétiques de vos cellules, et donc ça va les impacter de différentes manières, notamment en fait en ayant des effets délétères sur leur capacité à traiter en fait tout ce qui est oxydant. Donc les oxydants, c'est souvent ce qu'on dit, vous vieillissez à cause des oxydants. Donc voilà. Donc la capacité en fait à traiter les oxydants des mitochondries en fait diminue, donc vous vieillissez plus vite si vous êtes stressé. Ça change leur dynamique, leur capacité à produire de l'adrénosine triphosphate. Enfin, je vais passer sur les détails, mais ça a des effets extrêmement importants. Et ça a été relié à la capacité en fait d'interaction sociale des gens et de collaboration des gens. Donc imaginez, vous êtes dans une organisation, vous commencez à avoir du stress, et la prochaine fois que vous direz que vous êtes stressé ou que votre collègue est stressé et que vous avez des problèmes à collaborer, vous vous direz ça vient des mitochondries, entre autres. Mais l'idée en fait, c'est que ça a été étudié et que en fait le cerveau, quand on collabore avec les gens, et le cerveau des personnes stressées en fait marche pas mieux en fait dans un cadre de performance ou de performance attentionnelle en tout cas. Donc voilà. Donc le stress, non. Voilà, tout bêtement. Mais c'est important à rappeler. Donc soyez chill et soyez détendu et ça se passera mieux au boulot. Donc on a notre cognition, sauf que notre cognition en fait, elle est partagée par d'autres individus et on a plein de gens avec qui on interagit. Et en fait, c'est fondamental aussi à comprendre, c'est que notre individu, il n'est pas tout seul, il est avec d'autres individus dans le cadre d'une organisation. Et donc cette organisation, en fait, c'est un contexte social. Et ce contexte social, en fait, il a un impact fondamental sur la manière dont les individus fonctionnent. Donc, on peut schématiser une organisation comme un groupe d'interaction, enfin un groupe d'individus qui va interagir pour produire une fin.
Et donc, dans cet ensemble en fait, d'interactions, ben, il va y avoir des choses qui vont se produire. Et ces choses, en fait, elles définissent en fait, la manière dont nous, on se représente notre rapport en fait, à l'organisation. Donc, je vais passer un peu vite sur cette partie-là, mais l'idée, c'est que en fait, vous avez des valeurs qui sont partagées et vous avez une identification qui est partagée. Donc, les gens partagent plus ou moins la valeur de l'organisation ou sont plus ou moins identifiés à l'organisation. Mais ce qui est important, c'est que cette organisation, en tant que contexte social, elle apporte une valeur, elle apporte en fait des représentations de comment on doit interagir au sein de ce groupe social, et notamment au travers de sa culture. Donc là, c'est des travaux qu'on a fait récemment, et qui reprennent de la littérature évidemment, mais qui essayent de structurer en fait la culture des organisations sous une forme d'ADN. En gros, l'idée, c'est que chaque organisation a l'ensemble de ses dimensions culturelles, et ces dimensions culturelles, elles sont plus ou moins valorisées dans l'organisation. Et donc, en fait, le rapport va donner, en fait, donc, indépendamment les unes des autres, plus ou moins, en fait, le rapport va donner, quel est l'ADN de votre organisation en termes de culture. Donc, on a l'affiliation humaine, en fait, qui va se baser sur tout ce qui est lié à la communication, à la coopération. On a le changement, en fait, qui est tout ce qui est préparation au changement, adaptation, donc la dynamique, on va dire. On a l'atteinte d'objectifs dans laquelle on va avoir de la compétition, de la productivité, et puis en fait on a la stabilité qui est la standardisation, la conformité, la formalisation des process. Et donc ça a des effets directs sur la manière dont les gens ou les individus en fait expérimentent l'organisation. Imaginez qu'on se dise on va faire une organisation fictive qui n'a aucune de ces valeurs culturelles, excepté l'atteinte d'objectifs, donc la compétition et la productivité. Et forcément, ça va impacter le bien-être des gens qui fonctionnent dedans. À l'inverse, en fait, si on a une organisation en fait, qui valorise beaucoup l'affiliation humaine, comme on a dit qu'il y avait un bien-être social, et là, ça va être intéressant parce ça va être un terreau plus fertile pour ce bien-être-là, en tout cas. Et donc, on a en fait l'organisation qui, avant même l'arrivée des individus, en fait, prédispose de la capacité à apporter un bien-être ou un autre. Enfin, un type de bien-être ou un autre type de bien-être. Ou l'ensemble de ces bien-être quand c'est bien fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'organisation idéale. C'est-à-dire on ne peut pas dire c'est ça qu'il faut faire à tout prix, plus que ça, etc. En fait, ça dépend de tout un tas de choses. Et donc, si on a la théorie, en fait, il vaut mieux comprendre la théorie et l'appliquer à son cas plutôt que comprendre un cas et essayer d'en tirer une théorie. Mais on peut aller plus loin, donc notre individu, notre groupe, notre organisation, mais en fait ça s'explique aussi au niveau d'un pays. En fait, là on est en France, donc on n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Suède, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, et du coup en fait ça a un impact fondamental aussi sur les organisations. Et de manière plus générale, en fait, on est aussi en 2023, et du coup ça aussi en fait ça définit le contexte dans lequel on s'exprime. Donc là, je vous ai pris en fait France, Allemagne, Suède, États-Unis. Je les ai choisis en fait pour qu'elles soient pas trop distantes non plus, pour pas forcer le trait. Et donc ça, c'est les mesures en fait qu'Hofstede a commencé à faire à partir de 2003 et qui s'intéressent à la culture organisationnelle des pays. Donc vous avez 5 dimensions. Donc la power distance, c'est tout ce qui est l'aspect plus hiérarchique. Individualisme, ça va de soi. Masculinity, c'est en fait la différence entre les genres qui est imprimée dans le pays en faveur du genre masculin. L'incertitude avoidance, c'est éviter en fait réduire l'incertitude au maximum. Ensuite vous avez l'orientation à long terme, c'est-à-dire à quel point en fait on se projette dans le futur. Et l'indulgence, les dernières barres, en fait, ce sont en fait la considération en fait de ces questions de bien-être, de liberté, en fait, des individus à produire en fait les choses de la manière dont ils le veulent et à avoir du temps libre, voilà, ce genre de choses. Donc nous, on est en orange. Par exemple, vous voyez que par rapport aux autres pays qui sont sélectionnés là tout de suite, on a en fait une forte culture hiérarchique en France, dans les organisations. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il faut juger en tant que bien ou mal, c'est un truc qu'il faut considérer et comprendre le processus plutôt que se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont plutôt homogènes, genre l'individualisme, même si c'est un peu plus haut aux États-Unis. Vous voyez en fait qu'il y a des différences à différents niveaux, donc on ne va pas passer en revue tout ça. Mais l'idée, en fait, c'est de comprendre encore une fois le processus, c'est que, on existe en fait dans un héritage culturel
Et donc cet héritage culturel, en fait, forme la manière dont un pays fonctionne et dont les gens se représentent comment le monde fonctionne. Et donc, avoir fait cette culture hiérarchique en France, en fait, qui a organisé l'ensemble de notre société sur une base militaire, entre guillemets, eh ben, c'est quelque chose de culturel. C'est-à-dire que ça fait partie de la culture des organisations françaises. Donc, on peut essayer de s'en détacher, on peut se dire que c'est pas bien, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter, évidemment. Mais en tout cas, l'héritage culturel est là et il imprime, en fait, la tendance qu'ont les organisations de se développer d'une telle ou telle manière. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, plus que ce que je viens de dire, c'est que prendre un modèle dans un autre pays et essayer de le coller dans un autre pays n'a aucun sens psychologiquement parlant. Parce qu'en fait, vous avez des organisations qui sont fondamentalement adaptées à un contexte. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis, je vous prends tout de suite comme vous êtes et je vous mets sur Mars. Je pense que vous n'allez pas faire long feu. Pourquoi ? Parce que tout bêtement, vous êtes dans un contexte qui est la planète Terre et vous ne pouvez pas en fait, vous adapter si facilement en fait, au contexte martien. Donc il y a du travail à faire, etc. En fait, on pourrait imaginer plein de choses. Certains le font, mais du coup, est-ce que c'est possible ? Ça, c'est une autre question. Donc voilà. Donc, faire les choses à sa manière, c'est plutôt pas mal et surtout en fait éviter de se dire eux ils font comme ça, du coup on va faire comme ça. C'est peut-être pas très intéressant. On va voir un peu plus loin pourquoi. Donc ça c'était l'idée en fait de comment on a notre environnement, donc du pays, l'organisation et l'individu et comment ça construit un bien-être ou pas. Donc il y avait plein d'autres questions en fait qui étaient sur donc la question du travail et donc ça c'est là-dessus que on va s'attacher en fait pour finir. Du coup en fait donc l'idée du télétravail à la base je voulais pas vous donner en fait de clés à proprement parler mais du coup j'ai quand même fait une petite revue de la littérature pour voir qu'est-ce qui était amené comme élément qui était positif, négatif pour au moins en fait avoir des bribes de comment on peut réfléchir à tout ça. Donc vous avez plusieurs choses. Donc, de positifs en fait qui sont liés au télétravail, en fait, vous avez différents points. Donc déjà, en fait, on se rend compte que au niveau du travail hybride ou télétravail, en tout cas, vous avez souvent en fait des diminutions en fait des interruptions d'activité, diminution du temps de récupération nécessaire ou une augmentation de la concentration. Donc ça, c'est une revue de Wang et collaborateurs de 2020. Donc ça diminue l'absentéisme de manière générale, on a une diminution de la surcharge temporelle, augmentation du sentiment de contrôle, c'est-à-dire je maîtrise plus, j'ai l'impression de plus maîtriser ce que je fais, de la motivation et à l'inverse en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a une intensification et une densification du temps de travail et notamment en fait qui s'explique par qui est surtout observé dans les organisations où le télétravail est présenté comme un privilège. Pourquoi ? Parce que en fait il y a c'est une théorie de l'échange social. C'est-à-dire que si je vous présente quelque chose comme un privilège, vous avez tendance à vouloir me rendre l'appareil. Et du coup, en fait, ça conduit à une intensification du temps de travail et du coup à des effets délétères sur notamment le bien-être. Dont on parle ici. Donc augmentation de la sédentarité, donc avec des problèmes cardiovasculaires et des troubles musculo-squelettiques, de l'isolement professionnel et ce qui est souvent mis en avant, c'est une opposition entre télétravail et présentiel. C'est-à-dire que dans les organisations où les deux sont possibles, il y a une exclusion il y a une tendance à l'exclusion des personnes qui font plus de télétravail parce que il y a tous les aspects informels en fait qui sont manqués et qui sont en fait de fait même pas consciemment, donc inconsciemment, qui sont mis en place et du coup en fait une espèce de schisme entre les gens en télétravail et les gens en présentiel. Alors s'il y a quelques petites recommandations qu'on peut sortir, c'est que déjà, il y a des questions à se poser en fait sur l'adaptation aux individus. À quel point en fait le télétravail est adapté aux individus. Dans une question de bien-être, évidemment, en fait, il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins envie ou qui sont plus ou moins enclins au télétravail. Un besoin de partage d'informations, donc valoriser la partage d'informations, ça a des effets positifs sur l'acceptation et le bien-être dans le cadre du travail hybride. C'est surtout vrai dans l'aspect descendant, c'est-à-dire du top management, on va dire, vers les collaborateurs. Parce qu'en fait, les flux d'informations en fait, ont été remarqués comme plutôt pas mal au niveau ascendant, mais en fait c'est plutôt le top qui a du mal à refaire descendre l'information et du coup en fait ce manque de transparence dans le cadre du télétravail hybride, c'est extrêmement délétère.
En fait, il y a de la flexibilité et en fait, cette flexibilité, elle se rapproche en fait de ce que Zhang et Parker en fait ont mis en avant. Formaliser les horaires dans le cadre du télétravail n'a aucun sens parce que en fait, vous n'êtes plus dans le cadre habituel de aller au bureau, etc. En fait, ce qui est intéressant dans le télétravail, c'est justement en fait de donner cette flexibilité et cette flexibilité qui va permettre en fait aux personnes de gérer eux-mêmes en fait leur niveau d'attention cognitive, des choses qu'on ressent de manière générale. On le sent quand on a besoin de faire une pause, et bien typiquement ça marche bien. Comme je vous disais, il y a une compensation par la charge de travail additionnelle, comme on a vu tout à l'heure. Donc à ne pas faire évidemment. Donc ensuite vous avez vous avez des communications en fait des communications positives et motivantes. Donc Madoc en fait je vous invite à aller voir leur article parce qu'il développe ça un peu plus. On va pas faire 30 minutes sur c'est quoi la communication positive et motivante. C'est pas dire t'es le meilleur. C'est un peu plus complexe que ça, mais je vous invite vraiment à aller lire son article, il est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez confiance, autonomie et but de maîtrise. Tout ça, en fait, c'est un même bloc. En fait, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, et c'est Bandura en fait qui l'a mis en avant. Donc là, après, ça a été réétudié, mais l'idée, c'est en fait de donner de laisser les gens en fait avoir cette sensation de je fais les choses de ma manière et c'est ça qui me rend efficace. Et du coup, je suis comblé personnellement de ce que je fais. Du coup, dans les effets négatifs qui vont contrer tout ça, il y a les effets panoptiques, quand on veut absolument voir qui fait quoi, à quel moment, etc. Panoptique, ça vient des prisons, pour vous donner un peu le niveau de flicage. Donc ensuite, il y a formatage de tâches et les buts de performance qui s'opposent au but de maîtrise. Un but de maîtrise, c'est je vais réussir à faire quelque chose de bien et j'essaye de le faire le mieux possible. Le but de performance, c'est j'essaye de faire le mieux que le voisin. D'accord ? Donc c'est pas du tout la même approche et on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc ça a été très 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 étudié dans le milieu scolaire, mais c'est pareil partout. Et enfin, vous avez avoir un canal de communication informel ouvert. Bon, c'est des choses qu'on pourra revoir juste après, mais l'idée en fait, c'est que tout ça, finalement, c'est pas sorcier, ça reprend les approches qu'on a vues tout à l'heure en fait de bien-être subjectif, eudémonique et social. Voilà. Donc de manière générale, en fait, le bien-être subjectif et pour essayer d'en avoir une approche positive dans le cadre d'une organisation, on évite le stress. On considère en fait qu'on est dans une organisation et que c'est dans ce cadre d'organisation, c'est pas l'individu qu'on vide, il vaut mieux se poser la question de comment l'organisation impacte l'individu plutôt que essayer de réduire à proprement parler en fait le stress de l'individu, même s'il faut en fait que les individus on valorise leur bien-être, mais en fait c'est un peu si une organisation a un effet délétère ou qu'on ne comprend pas en fait pourquoi une organisation peut avoir un effet délétère sur un individu au niveau de son bien-être, et forcément en fait essayer de traiter l'individu, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, d'accord ? Donc, vaut mieux comprendre d'où vient le problème de manière systémique, plutôt que de se dire c'est l'individu, c'est l'individu, c'est l'individu, même s'il y a une tendance très forte là-dedans. Dans le cadre du télétravail, là, il y a quelque chose d'assez intéressant que j'ai essayé de pousser, en fait, c'était de me dire, du coup, il doit y avoir des gens qui se sont intéressés à quel pays est le mieux pour pour aller télétravailler et pourquoi, etc. Donc j'ai cherché des classements. Donc la littérature scientifique n'a pas vraiment fait de classement, donc j'ai cherché ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des classements, mais c'est jamais les mêmes. Donc apparemment, tous les pays sont les meilleurs pays pour aller faire du télétravail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de pensée systémique. Et on va aller voir, en fait, si... par exemple, là, je vous ai pris Circle Loop. C'est pas du tout contre Circle Loop. Hein. Mais du coup, en fait, vous avez en fait les infrastructures réseau, les loyers, des choses, en fait, qu'on se dit, pourquoi, théoriquement, c'est relié, en fait, au télétravail ? Est-ce qu'il y a une raison logique d'inclure ça dans un calcul de... est-ce que c'est un bon pays pour faire du télétravail ? Potentiellement, pas vraiment. C'est peut-être pas la meilleure approche pour faire ça. Donc, tout à l'heure, en fait, je vous avais parlé de ces idées culturelles et du coup, du coup, j'ai pris ces données-là et en fait, je les ai reliées à. Je vérifie juste un truc. Ouais, je les ai reliées en fait à
au taux de télétravail par habitant, par totalité de l'emploi, en fait, dans les différents pays en fait, que je vous ai mentionnés. En fait, il y a beaucoup plus de pays que j'avais mis dans cette analyse. Je n'ai pas le graphique ici, mais du coup, je pourrais vous le montrer, évidemment. Mais l'idée, c'est que donc je me suis dit, l'hypothèse que je vous ai faite, c'est que selon les pays, il y a des valeurs culturelles qui sont inhérentes au pays et que selon ces valeurs culturelles, en fait, des organisations vont se développer de manière différente. Donc, selon cette hypothèse, on pourrait relier les valeurs culturelles d'un pays, en fait, à la propension de télétravail dans ces pays. Donc j'ai fait cette analyse, j'ai pris des données, donc des données de l'OCDE donc j'ai pris une trentaine de pays pour faire cette analyse et en fait je les ai reliés par rapport à leur score de valeur culturelle. Et en fait ce qu'on voit c'est que ça marche plutôt pas mal et que expliquer le télétravail par les valeurs culturelles qui sont intrinsèques au pays, ça marche plutôt bien, notamment en fait en ce qui concerne la hiérarchie, l'individualisme et l'indulgence, donc la liberté on va dire entre guillemets. Donc la hiérarchie, c'est un effet négatif sur le télétravail. C'est-à-dire que plus un pays a une culture hiérarchique, moins le télétravail en fait est développé. Individualisme, c'est un effet positif. Plus des pays sont individualistes, plus il y a de télétravail. Potentiellement, en fait, ça s'explique par un plus faible besoin d'interaction sociale. Power distance, c'est les effets panoptiques, comme je disais plus avant. Et en fait, le meilleur prédicteur, en fait, c'était celui-là. C'est-à-dire que, en fait, plus on a ces niveaux d'indulgence qui sont élevés, plus en fait, on va avoir de pourcentage de personnes travaillant en télétravail dans les pays, en contrôlant, en fait, évidemment, pour le nombre de personnes dans ces pays. Mais voilà, dans l'idée, en fait, on peut très bien expliquer en fait ces différences par la culture plutôt que par en fait des choses plus intrinsèques comme la vitesse de connexion dans un pays. Donc pour finir, donc c'est pour balayer l'ensemble des questions qui m'avaient été posées. Il y avait une question sur la Gen Z et du coup en fait le concept même de Gen Z était assez intéressant à aller voir et c'est ce qu'on va voir. Du coup en fait il y a cette question de c'est quoi une génération, comment c'est formaté, comment on les explique et qu'est-ce que ça veut dire. Donc il y a plusieurs hypothèses. Donc l'idée c'est que tous les 15 à 25 ans, donc il y en a une qui est que tous les 15 à 25 ans en fait il y a une nouvelle génération qui est produite et cette génération en fait s'imprime avec des valeurs culturelles communes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pulse rate hypothesis. Et ça s'oppose en fait à des gens qui disent les générations, en fait, qu'est-ce que ça a. Enfin, donc, eux, par exemple, ont discuté. Est-ce que ça a un sens, en fait, ces générations? Donc on va se poser un peu cette question parce que c'est peut-être fondamental avant de se dire il y a un problème de génération. Donc eux ont donné des visions de la génération et eux ont dit c'est un mythe. Bon, on va aller voir un peu comment ça marche. L'idée, c'est qu'on a la pulse rate hypothesis, donc on a de manière régulière des générations qui apparaissent et ces générations vont s'imprimer de valeurs culturelles qui sont elles aussi redondantes. Donc ça, c'est assez intéressant dans l'hypothèse. On va dire qu'il y a une cyclicité en fait des valeurs, comme si en fait on était en tant qu'humain de manière essentielle, essentialisée. En fait, on allait répéter des mêmes cycles en fait de valeurs culturelles communes. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça suppose que les gens, la Gen Z aux États-Unis et la Gen Z en France ou en Allemagne ou en Italie, partagent des valeurs culturelles vraiment proches. La deuxième hypothèse, c'est que en fait, de manière essentialiste, si vous naissez dans une certaine période, en fait, vous êtes imprimé par vous êtes imprimé par la culture partagée des gens de cette période. D'accord ? Donc vous êtes mentalement, d'une certaine manière, connecté à l'ensemble des personnes qui sont nées dans cette période. À l'inverse, en fait, il y a une autre hypothèse, en fait, qui est l'imprint hypothesis, en fait, qui dit, potentiellement, ça n'a rien à voir avec quand est-ce que vous êtes né. Ça a à voir en fait avec ce qui se passe dans le monde. Donc dans l'hypothèse contextuelle que je vous donnais tout à l'heure, en fait, on est plus proche de ça, qui est de dire en fait, potentiellement s'il se passe quelque chose de très fort à un moment et qui va marquer en fait des personnes à un moment donné en fait qui vont être capables de traiter cette information et de la gérer et ensuite de l'évaluer et de l'intégrer comme partie prenante de leur identité, ça a peut-être plus d'impact que en fait l'idée d'avoir quelque chose de régulier en fait qui ne dépendrait que en fait d'un phénomène physiologique de reproduction, quoi.
Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on fait un petit exercice de pensée très rapide, et je vous dis, aujourd'hui, il n'y a plus de naissance, on est tous immortels, et il n'y a plus de développement technologique, il n'y a plus de nouvelles idées, il n'y a plus rien qui est créé, etc. On vit avec le monde, en fait, il reste stagnant, d'accord? Donc on va manipuler en fait ce schéma-là, d'accord? Donc on a un schéma stagnant et on peut être immortel. Donc là on va enlever le côté immortel. Donc on continue à vieillir, on continue à faire des générations, etc. Mais le monde stagne. À votre avis, est-ce qu'il va y avoir un développement culturel? Est-ce qu'il va y avoir des changements culturels en fait d'habitus en fait chez les gens? En fait, ça va se mettre à stagner probablement, ça va se mettre à stagner au bout d'un moment. Maintenant, on remet en on l'immortel. Pas de nouvelle naissance, mais par contre, en fait, le développement continue, etc. Donc, on a les gens qui auront toujours le même âge. Mais par contre, en fait, le développement, la culture, etc., va continuer à évoluer. Est-ce qu'il va y avoir un développement culturel des gens? Là, si, pour le coup. Parce que tout simplement, en fait, du moment où vous créez quelque chose, en fait, où des choses se passent, ça imprime, ça change la manière dont on voit le monde. Imaginez aujourd'hui, en fait, on prend la deuxième hypothèse, donc immortalité, pas de nouvelle naissance, mais il y a des extraterrestres qui arrivent. Ça va changer notre culture de manière fondamentale, on est d'accord. Mais par contre, en fait, si on est immortel et qu'il ne se passe rien, il ne se passera rien, quoi. Et du coup, donc l'imprint-hypothesis est potentiellement une meilleure approche. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas essentialiser encore une fois les gens. Il faut comprendre en fait le processus qui amène en fait à tel ou tel phénomène. Et donc la manière dont les gens réagissent après un événement qui est marquant, par exemple la Covid-19, c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question plutôt que de dire la Gen Z ils veulent ci, ils veulent ça, etc. D'accord? C'est simplement en fait l'idée de génération à proprement parler, de se dire on va traiter des groupes d'individus. Ça n'a jamais trop bien marché. En tout cas, la littérature scientifique est plutôt pas en faveur de cette idée. Voilà. Et du coup, en fait, par exemple, là, on parle de la Gen Z, mais en fait, si on prend simplement des phénomènes, on ne parle plus des générations, mais on parle de phénomènes, vous avez en fait, donc ça, c'est différentes études que vous avez ici, mais l'intérêt pour les CDI, par exemple, a diminué. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, les CDI, à la base, en fait, c'était évalué comme un moyen pour stabiliser sa vie et notamment accéder à l'immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, vous avez un CDI, vous n'accédez pas à l'immobilier. À Paris, voilà. J'ai un CDI, je ne m'achèterai pas un appart à Paris. Hein. Mais donc l'idée, c'est que c'est plus un Graal en fait de stabilisation le CDI. Donc forcément, les gens sont moins intéressés pour ça. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait le niveau de capital en fait que les gens peuvent accumuler, en fait, donc capital au sens de Bourdieu, ça c'est aussi beaucoup moins malléable qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit l'ascenseur social est en panne. Oui, l'ascenseur social est en panne. Donc, si l'ascenseur social est en panne, la projection à long terme, la projection d'évolution, ça marche moins bien. Vous avez aussi un truc qui a un tout petit détail qui est l'effondrement écologique en cours. Forcément, si vous vous dites, je vais me projeter dans le futur avec mon CDI, mais par contre, dans 30 ans, il faudra que j'ai un seau d'eau en permanence avec moi parce que je vais mourir de soif. Forcément, en fait, la projection à long terme, c'est beaucoup plus difficile pour des gens de 18 ans de se projeter à 50 ans aujourd'hui que précédemment. Vous avez l'INRA en fait a des documentations sur la manière dont les gens se projetaient, en fait, des enfants de 15-16 ans ou même 12 ans en fait, se projetaient dans le futur et ils se projetaient sur toute leur carrière dans les années 70. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un de 18 ans qu'est-ce qu'il va faire à 50 ans, je ne suis pas sûr qu'il arrive à vous répondre, ou qu'il ait envie de vous répondre d'ailleurs. Mais du coup, voilà, donc il y a plein de choses qui sont contextuelles qui peuvent expliquer là-dessus. Et donc, comme je vous disais, dans certains pays, ça marque plus que d'autres parce que vous avez en fait l'incertitude qui est importante. Et donc, des problèmes de comment on se représente le temps. Et aujourd'hui, en fait, le présent en fait est devenu un truc fondamental. Il y a plus la projection dans le futur est très faible, l'analyse du passé est très faible aussi, paradoxalement. Et du coup, en fait, il y a de la réponse à un instant T. En fait, donc on s'adapte à un instant T. Tout bêtement, les projections à long terme des entreprises, c'est 3 ans. 3 ans, c'est pas une projection à long terme. 3 ans, c'est 3 ans. Donc, pour rappel, je crois la muraille de Chine, la projection, c'était 800 ans, pour faire une comparaison. Donc, du coup, ça pose plein de questions pour conclure. Donc, pourquoi,
les questions, en fait, c'est d'aller voir, en fait, pourquoi les gens veulent travailler. En fait, quel est le sens du travail? Donc, on revient au bien-être mnémonique, mais aussi au bien-être subjectif, avec cette idée de stress et le bien-être social, comme je vous ai dit, et puis les individus. Et tout ça, en fait, encore une fois, c'est systémique. Et donc, avec la culture au centre et l'environnement. De manière générale, en fait, on a une tendance. Là, j'arrive vraiment sur ma conclusion. J'espère que je suis pas trop long. Mais d'une manière générale, on arrive sur on a tendance à avoir cette approche-là, c'est-à-dire on prend l'individu, on essentialise l'individu et ensuite on regarde en fait ce qu'il y a autour de lui avec en fait cette approche systémique du coup de l'environnement et du contexte socio-économique et du contexte temporel extrêmement faible. Pourquoi? Parce que c'est plus complexe. Et pourquoi c'est plus complexe? Parce qu'on on n'a pas pris l'habitude de faire comme ça, en tout cas en Occident. Une approche en fait qui semble beaucoup plus intéressante à avoir, c'est de faire exactement l'inverse, en fait, de se poser la question de dans quel contexte on vit, quelle est l'organisation, dans quelle organisation répond mon individu, et en fait, à partir de ça, on arrive à expliquer des choses beaucoup plus, de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus précise. Ça va jusqu'à comment votre attention et vos processus cognitifs fonctionnent. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir là-dedans. Donc ça, c'est littérature scientifique, psychologie sociale et cognitive, les 100 dernières années. Voilà. Et du coup, en fait, je vais vous donner une allégorie que j'adore prendre parce que je trouve qu'elle marche plutôt bien. Je vous dis, OK, on va partir en voyage, préparez votre sac. Donc ça, c'est on est au niveau de l'individu. C'est vous, je vous dis, vous préparez votre sac, on part en voyage. Donc, par contre, je ne vous ai pas dit, en fait, il y en a la moitié qui vont partir avec eux et l'autre moitié qui vont partir avec eux. Donc, potentiellement, la manière dont vous allez préparer votre sac, ça ne va pas être la même parce que l'organisation avec laquelle vous partez, ce n'est pas la même. Mais de manière générale, en fait, je ne vous ai même pas dit dans quel contexte on partait. Donc, vous allez préparer votre sac sans savoir, en fait, si vous allez dans le grand froid ou dans le grand chaud. Donc, forcément, il va y avoir des problèmes. Par contre, si on fait la logique inverse, je vous dis, on part en Arctique avec ces gens-là et vous devez préparer votre sac, ça devient tout de suite beaucoup plus facile, en fait, de gérer comment vous allez préparer votre sac et de ne pas faire une connerie en préparant votre sac. Du coup, voilà. Donc, pensez au désert et au sac et ça marche plutôt bien. Je vous remercie. Je vous ai mis un petit QR code là si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Alors moi je suis juste super content parce que finalement je suis aussi Gen V, si j'ai bien compris. Je suis pas qu'un boomer. Parce que j'ai connu la Covid-19, je savais pas que la Covid-19 me permettait de rajeunir et de pouvoir partager avec mes enfants entre autres un point de vue générationnel. Donc j'en suis ravi. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des questions là? C'est le moment, on a un peu de temps. À peu près 5-10 minutes. Donc est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions pour Nicolas? Allez-y, il faut se lancer, il ne faut pas avoir... faut pas stresser. Allez. Sur les jeunes générations, si on veut avoir un souhait de les envoyer vers de l'association, il faut que nous invités donc, pour les jeunes générations qu'on souhaite voir associées, comment on peut leur donner envie de se projeter s'ils sont que sur l'instant présent? En fait, à mon sens, en fait, faut travailler sur les types de bien-être par rapport à l'organisation dont j'ai parlé. Donc, en fait, il y a un truc fondamental qui s'appelle alors, j'essaie de traduire ça en français. L'adéquation entre les personnes et les organisations en termes de valeurs. Donc en fait, on ne va pas forcer quelqu'un à se projeter dans une organisation s'il n'a pas les mêmes valeurs personnelles que l'organisation. Par exemple, s'il y a une personne qui est totalement en compétitivité, qui ne vise que ça, et que vous avez une organisation qui est très portée sur la culture en fait, de l'affiliation humaine, en fait, se projeter là, c'est limite pas possible parce qu'en fait, il ne fit pas à l'organisation. Donc il y a déjà ces questions-là à se poser. Ensuite, imaginons qu'on est dans un contexte positif. Le fait de se projeter, en fait, c'est de mettre simplement en fait ce truc-là comme une possibilité, et que ce soit clair en fait que c'est une possibilité. Donc la problématique, c'est est-ce que ça intéresse la personne en termes, est-ce que ça lui donne du sens? Est-ce que ça fait sens en fait aujourd'hui, pour moi par exemple, de me projeter comme associé plus tard?
Je sais pas, en fait, c'est des questions. Et du coup, en fait, est-ce que ça fait sens pour moi, mais est-ce que ça fait sens aussi dans le contexte? Par exemple, est-ce que j'arrive même à me projeter? Peut-être qu'il y a des impossibilités pour certaines personnes de se projeter, et donc ça, faut aussi faire avec et se dire, on va pas essayer de les forcer, parce que du coup, il y a des gens, par exemple, notamment, plus on est jeune, plus on a des co-anxiété, parce que plus on a de difficultés à se projeter dans un futur lointain. Et donc ça, par exemple, typiquement, si le fait de devenir associé arrive après la limite que je me suis fixée de projection à long terme parce que je me dis que je vais cramer, forcément, en fait, devenir associé cette projection de devenir associé n'a plus vraiment de sens. C'est pour ça aussi que les gens veulent monter de plus en plus rapidement, ce genre de choses. Donc après, encore une fois, je peux pas vous donner une réponse spécifique, ça dépend de l'environnement, donc on va dire que c'est en France, mais ça dépend de l'organisation et de sa structure. En fait, se poser si la structure de l'organisation, en termes de valeur, elle apporte ça et en fait, elle permet aux gens de se sentir bien. Déjà, s'ils se sentent bien dans le moment présent, en fait, ils vont rester sans nécessairement aller se projeter au niveau d'associé. Et ensuite, si on se dit, on veut que cette personne-là se projette au niveau des associés, à un niveau futur, il faut que cette projection-là, elle fasse sens. Soit que le chemin soit très clair, donc ça réduit l'incertitude. On va lui dire, en fait, on table sur tant d'années avec ces paliers-là, ça va se passer à peu près comme ça, et tu vas monter en compétence de cette manière, de cette manière, de cette manière. Là, en fait, on réduit beaucoup l'incertitude, et du coup, en fait, la projection est beaucoup plus facile. Voilà, en fait, en gros, si je devais donner quelque chose d'assez général, ce serait un peu dans ce sens-là. D'autres questions? Oui, vous m'entendez mieux. Si on est issu de la diversité ou du handicap, on a forcément une difficulté à se projeter, et en particulier les structures actuelles ne savent pas les accueillir. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même des structures fabriquées par des personnes qui elles-mêmes ont projeté leur bien-être par leur génération. Donc ici, par exemple, on a 3 associés boomers, d'après ce que j'ai compris. Ils ont une capacité à évoluer, mais il faut aussi changer le modèle social pour pouvoir se projeter. Donc là, on a parlé des générations Z, mais qu'est-ce qu'il en est pour la diversité ou le handicap, qui est un problème de société? Et là, on ne peut pas le résoudre comme ça. Et on ne peut pas dire non plus, vous attendrez le prochain millénaire. Non, totalement. Et en fait, ça a été étudié à plein de niveaux. Donc, c'est la mixité sociale, la mixité générationnelle, entre guillemets, parce que vous avez vu que génération, voilà. Mais, et puis, en fait, la mixité de genre aussi, en fait, tout simplement. Donc, ça a été étudié. En fait, tout bêtement, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez des instances de prise de décision qui sont hétérogènes, donc avec des profils hétérogènes, plus les décisions qui sont prises dans ces instances de décision sont bonnes ou efficientes, à proprement parler. Donc en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Imaginez, on prend une entreprise X, on dit que l'ensemble du conseil d'administration, c'est des cinquantenaires blancs, ou soixantenaires, blancs, et qui sont tous issus de la même catégorie socio-professionnelle. En fait, typiquement, leurs décisions, elles vont pas être très originales d'une, elles vont être très prédictibles, et ensuite, elles vont probablement pas être très très bonnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont dans un carcan extrêmement restreint. Et donc, typiquement, inclure de la diversité, c'est pas seulement bon pour, on inclut de la diversité, c'est bon cognitivement parlant, quoi. Donc simplement, ça vous fait voir le monde d'une manière qui est différente. Et donc, tout bêtement, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est faut de la diversité, il faut le faire, quoi. Et il faut que les gens, probablement le plus important, c'est que les organisations comprennent que c'est ça qui est intéressant à faire. Donc probablement, le plus gros frein qu'il va y avoir, c'est ces cinquantenaires blancs qui ne veulent pas laisser leur poste. Ça, du coup, comment on fait ? Je ne vais pas donner des idées de militantisme dans les organisations, mais il faut en fait une impulsion en fait qui soit forte. Voilà. Et j'insiste sur forte. Paul, je crois qu'il y a des questions en Giland, il me semble. Sur Giland, je pense que tout le monde a bien compris, ça devait être très clair. Il y a surtout une question de réaccéder à ces sources, à ces références. Est-ce que tu peux publier ensuite justement cette présentation ? Ouais. Je la mettrai sur un OSF et du coup elle sera accessible, elle sera en accès libre, comme ça. Voilà. D'accord, merci. D'ailleurs, je mettrai la version avec les analyses parce que je vous ai aussi analysé en fait les courbes de génération.
En fait, et il y a donc j'ai pris plein de données et j'ai analysé les différences entre générations sur le conservatisme sociétal. Et donc ça, je voulais pas mentionner parce que la courbe était pas là, mais tout bêtement, en fait, quand on regarde en fait cette idée de génération, qu'on fait le partage, ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a moins de différence entre un Gen Z français aujourd'hui et un boomer français aujourd'hui qu'entre un Gen Z aujourd'hui et un Gen Z français aujourd'hui et un Gen Z italien aujourd'hui. Il y a plus de différence entre l'italien et le français de la Gen Z que voilà. Donc mes enfants. Ouais, c'est ça. Merci Nicolas. Attends, Est-ce que il y a Mathieu, il y a dans l'intervalle. On a une question qui est arrivée. Donc Christelle qui nous dit les personnes ne veulent pas s'investir dans des projets pour mettre en place des choses qui tiennent à cœur à l'ensemble de l'entreprise. Tout le monde est motivé à mettre en place, mais personne ne veut s'investir. Donc comment on fait quand on ne trouve pas les moyens humains? Là, c'est une question super complexe parce qu'encore une fois, il faut l'approcher de manière systémique et si je donne une réponse trop spécifique, ça ne marchera pas. Donc, je ne veux pas donner des solutions juste pour donner des solutions. Mais l'idée là que je vois, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, si tout le monde dit c'est OK et tout le monde est OK pour le faire, c'est est-ce que tout le monde trouve ça légitime, pertinent et en fait à faire déjà? Parce que en fait, on peut tous être OK sur dire on veut tous plus de par exemple, nos dirigeants de tout à l'heure, là, ils vont dire on veut tous des projets de mixité sociale, etc. Mais après, en fait, c'est quand on va le mettre en relation à d'autres priorités ou à d'autres choses. Donc, par exemple, on peut dire on a tous envie d'avoir un projet de fou. On va dire on va reverdir toutes les organisations qu'on a, etc. Voilà. Par contre, à côté, en fait, on n'a pas le temps de le faire parce qu'en fait, on a des missions. Donc, personne n'est motivé à le faire parce que personne n'a le temps de le faire, tout bêtement. Donc, ça, c'est systémique, encore une fois. On peut faire des projets, mais il faut libérer aux gens le temps de faire ces projets. On peut les valoriser aussi parce que si on dit, toi, tu vas faire quelque chose comme ça, mais en fait, ce qu'on valorise, c'est machin qui a vendu telle mission et qui a rapporté de temps à l'organisation, forcément, il y a quelque chose qui est valorisé, il y a quelque chose qu'on dit, c'est bien si tu le fais. Là aussi, en fait, il y a des problèmes. Donc, c'est qu'est-ce qu'on valorise à proprement parler dans l'organisation. Mais on en revient à la culture, là. Et puis, en fait, il y a à quel point ça fait sens au niveau des individus. En fait, est-ce qu'on peut relier ça, en fait, à la manière dont les gens se représentent leur travail et donc donnent un sens, donc bien-être démonique, à leur travail. Donc, en quoi on relie ça, en fait, à ces concepts-là. Donc, il faut pas simplement dire ce projet est cool, du coup, on va le faire. En fait, il faut se poser de comment on le fait, qui on laisse, comment on laisse les gens l'opportunité, on laisse aux gens l'opportunité de le faire, etc. Enfin, il y a plein de réponses à donner là-dessus. Mais je crois qu'on avait fait un papier sur ces problématiques d'engagement en fait dans les projets. Donc voilà, je vous invite à aller voir en fait sur le site de Perspective. Il y a des choses là-dessus. Merci Nicolas. On va prendre une dernière question. Hop. Bonjour. Ma question, c'est est-ce que votre étude, quel est votre avis sur le label Great Place to Work? Est-ce qu'il garantit un bien-être au travail et une productivité sans stress? Est-ce que c'est le bon label? Est-ce que sinon il existe d'autres labels que vous avez repérés à l'étranger ou en France pour garantir que bien-être et stress et productivité soient bien équilibrés? Merci. Alors, je ne connais pas le contenu exact de ce label. De manière générale, je ne suis pas spécifiquement un pro-label, donc je ne vais rien dire de bien ou de pas bien là-dessus. Encore une fois, il faut regarder exactement les questions là-dessus, les choses qu'il y a là-dedans. Et en fait, tout bêtement, si vous voulez vous dire est-ce que ce label a un minimum de sens, vous prenez simplement le truc de Simone, vous regardez si vous faites un CTRL-F dans le PDF de présentation et vous regardez si on parle de bien-être subjectif, de bien-être démonique et de bien-être social. Si ça apparaît pas, je pense que il y a des questions à se poser sur soit comment en fait on considère ça autrement, soit est-ce que c'est considéré tout bêtement. Donc il y a des choses comme ça. Et ensuite, l'autre chose qui est super importante, c'est de voir si c'est au niveau de l'individu, est-ce que les mesures sont simplement au niveau de l'individu, au niveau de l'organisation et au niveau de l'adéquation entre les deux. Parce que là, on raisonne au niveau des organisations, donc je mentionne pas en fait le pays à proprement parler. Mais voilà. Et donc, forcément, je viens de penser à quelque chose, mais selon le pays d'où vient le label, potentiellement, en fait, les choses qui vont être mesurées sont complètement différentes et potentiellement, en fait, elles font pas sens dans certains pays par rapport à d'autres. Ou comment elles sont pondérées les unes par rapport aux autres aussi. Parce qu'on pourrait très bien dire les gens sont en bien-être parce que
On peut évaluer le bien-être à 50% par la paye et à 10% par le fait qu'il y ait du sens au travail ou l'inverse, etc. Donc il y a plein de questions comme ça à se poser. Donc il faudrait creuser. C'est des choses qui peuvent être intéressantes d'ailleurs à faire en niveau de recherche. Merci beaucoup Nicolas, Merci. je crois qu'on peut l'applaudir, merci.